Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Donc, l'Argus de l'assurance, comme vous voyez sur cette slide, c'est plus de 2000 stagiaires formés. Excusez-moi, en 2020, c'est une faute de frappe. Je voulais dire en 2025. Plus de 150 programmes, 100 sessions de formation programmées chaque année, en distanciel, en présentiel, en blended learning, voilà, sur des formats différents, et puis des thématiques variées, le risk management, la finance, la réglementation, la distribution, le digital, bien évidemment l'IA aujourd'hui, et puis un catalogue de formations dont je vais vous envoyer le lien dans le petit module de chat qui est bien évidemment mis à jour pour 2026. Donc par rapport au sujet qui va nous intéresser ce matin, je voulais quand même vous reparler de ce Visa DDA, voilà, une plateforme en e-learning illimité pour répondre, et vous êtes nombreux en tant que courtier notamment ce matin, voilà, pour répondre à votre obligation de 15 heures de formation annuelle. Donc voilà, Visa DDA, c'est vous y avez accès tout le temps. Une fois que vous avez souscrit, vous pouvez le faire le jour, la nuit, quand ça vous arrange. Alors voilà, avec toutes les variétés de contenus dont vous avez besoin pour rester à jour, on va dire, des différentes typologies et des différentes problématiques de votre métier. Et puis, une solution qui est 100% finançable par votre OPCO. Donc, je vous invite à nous retrouver sur le site visadda.fr pour avoir plus d'infos. Et puis, au-delà de Visa DDA, si vous avez envie de faire des formations en présentiel ou autres, et notamment les formations animées par Marie Collin qui est avec nous ce matin. Voilà, on a beaucoup de formations dédiées vraiment à des problématiques spécifiques, la vente à distance, les sanctions de la CPR, le démarchage téléphonique où il y a quand même pas mal d'actualités en ce moment, la protection de la clientèle et puis cette notion de durabilité qui entre de plus en plus dans vos métiers aussi. Donc voilà, tout ça, je vous invite à les retrouver sur le site de l'Argus de l'assurance. Donc Marie, merci d'être avec nous. Marie qui est présidente associée, consultante et formatrice chez EOL Business et RH et qui intervient à nos côtés sur de nombreuses formations. Donc nous sommes ravis de l'accueillir à nouveau pour ce webinaire sur l'éthique commerciale. Alors comme on en discutait juste avant le début de ce webinaire, l'éthique s'applique à beaucoup de domaines, notamment dans l'assurance. Mais voilà, ce matin, donc, on va faire un focus sur tout ce qui est éthique commerciale. Je vais lui laisser la parole. N'hésitez pas tout au long de son intervention à poser vos questions via le petit module point d'interrogation que vous avez à disposition et je les lui relayerai à la fin de son exposé. Marie, merci beaucoup. Je te laisse la parole. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Donc, super sujet, hein, l'éthique commerciale en assurance. Donc, je remercie bien entendu Laurence de m'avoir proposé d'intervenir sur cette thématique qui, j'allais dire, à contrario d'autres thématiques sur lesquelles je suis intervenue, pourrait sembler à première vue beaucoup moins technique. Et c'est un fait, on ne va pas trop évoquer d'articles du Code des assurances, contrairement à des interventions où j'explique telle ou telle recommandation de la CPR. En même temps, ce qu'il y a d'intéressant dans le sujet sur l'éthique commerciale en assurance, c'est le mot éthique, le mot commercial, et bien sûr, on est dans le domaine assurantiel, donc je ne vais pas expliquer le mot assurance, mais en fait, avant de commencer, on va s'interroger sur la définition des mots. Et puis surtout, on va s'interroger sur le fait de savoir s'il existe un couple entre l'éthique et notre fameux commercial ou conseiller, en fait celui, pour faire simple, qui est face au client. Alors, c'est vrai que quand on s'interroge sur la définition de l'éthique, on comprend, chose qu'on ne prend plus maintenant hein, puisqu'on interroge Google, mais qu'on prend le dictionnaire, j'aime bien des fois reparler de ces choses qu'on n'utilise plus, on s'aperçoit que l'éthique, c'est une partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale. Donc, on voit que quand on évoque l'éthique, on nous parle de morale, donc quelque part de moralité. Et d'ailleurs, dans le deuxièmement, on nous dit ce sont des principes moraux qui vont servir de base à une bonne conduite. Donc,
derrière, on voit bien qu'il y a une recherche permanente du bon comportement à avoir. Si on s'était interrogé, ce qu'on n'a pas fait parce que je suis restée sur le terme de l'éthique, mais si on s'était interrogé, parce qu'on va le retrouver dans des codes, sur le mot déontologie, le mot déontologie fait plus référence à la profession. Donc c'est vrai que l'éthique a quelque chose de plus général que le mot déontologie parce qu'il renvoie non seulement à un bon comportement qu'on doit avoir sur le lieu de travail, mais aussi à un bon comportement que l'on a dans sa vie en général. Donc l'éthique est beaucoup plus globalisante que le terme déontologie qui s'applique à la profession. D'ailleurs, on parle beaucoup plus de code déontologique professionnel, mais parfois on a charte d'éthique. Donc, alors peut-être que les gens ne font pas attention quand ils mettent des mots sur les termes, charte d'éthique par rapport à code de déontologie, mais le code de déontologie renvoie plus à code de déontologie d'expert comptable, code de déontologie de la compagnie d'assurance, code de déontologie de l'avocat, que le mot d'éthique. Donc, il y a des petites différences quand même sur les mots. Alors, comme on a associé dans le titre de mon intervention le terme éthique et le terme de commercial, le terme commercial, il est relié à une personne qui vend, c'est-à-dire à un métier, en tout cas, qui est lié à la vente, j'allais dire de près ou de loin, en tout cas. On n'est pas obligé d'être en face à face quand on vend, mais c'est quand même un métier qui est relié à la vente. Et cette personne qui va être reliée à la vente, ce commercial, ce développeur, doit en tout cas réaliser des ventes en respectant une politique commerciale qui est définie par l'entreprise. Donc, par ce biais, on va retrouver, j'allais dire, ce bon comportement que le commercial doit avoir à travers on verra tout à l'heure, ces chartes d'éthique. Alors, comment est-ce que j'ai bâti mon intervention? Je l'ai bâti en me posant la question, puisque moi, j'allais dire, mes axes d'intervention sont toujours reliés à la conformité, c'est de me dire, chaque fois que je vais intervenir sur un slide, que doit faire le commercial, que doit faire la conformité? C'est une sorte de couple que je vais faire avancer au fil de la matinée, que je vais faire avancer ensemble, le commercial et la conformité, ce couple-là. Et l'idée derrière, c'est de se demander si ce couple, il peut travailler ensemble ou si ce couple, il a des intérêts divergents. Souvent, quand je commence des cours et que je pose la question à mes étudiants de dire qu'est-ce que vous pensez de la conformité dans votre entreprise, ils ont un petit sourire en biais en disant c'est ceux qui nous empêchent de faire du business. D'accord? Et en fait, mon souhait, c'est de vous montrer qu'en fait, personne n'empêche de faire du business. Ou alors, si vous avez une conformité dans votre entreprise qui empêche de faire du business, c'est une mauvaise conformité. En fait, le couple, il doit marcher main dans la main. Et donc, ce qu'on va tenter de démontrer, c'est que pour mettre en place une véritable éthique dans l'entreprise et pour mettre en place une véritable éthique commerciale, la conformité va devoir avoir un rôle, mais le commercial va aussi devoir se tourner vers la conformité. Il faut que les uns les autres comprennent qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et c'est à chaque fois ce que je vais tenter de réaliser. Donc, j'espère que vous me direz si ça a pris ou si ça n'a pas pris. Mais c'est important de les regarder face à face. Donc, le commercial agit et en tout cas a l'obligation d'agir dans l'intérêt du client. Cette phrase, on va la reprendre tout au long de l'intervention de la matinée, puisque en tout état de cause, c'est ce qui est prévu dans la directive distribution en assurance et c'est ce que va vérifier d'une façon globale la CPR à chaque fois qu'elle vient vous rendre visite, c'est est-ce que vous avez agi dans l'intérêt du client. Donc cet élément-là, agir dans l'intérêt du client, ça va nous renvoyer à une éthique commerciale, le bon comportement, d'accord? Et donc, l'éthique va en quelque sorte garantir que cet intérêt a été respecté tout au long de la relation commerciale. Donc, j'allais dire même by design, c'est-à-dire qu'avant même que la relation commerciale ne commence, on s'est déjà questionné sur
l'éthique, c'est-à-dire le bon comportement que ce commercial devait avoir. Alors, on va échanger en permanence, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un échange croisé entre deux réalités complémentaires. Cette réalité qui est instaurée par nos commerciaux, nos conseillers, etc., qui sont dans la relation client, qui vont étudier les besoins d'un client, qui vont vérifier que la vente est bien faite et que nos clients sont satisfaits. Et puis, le couple, l'autre aspect de la réalité qui est le couple juriste ou conformité, je les ai associés pour pas, parce que selon les structures, ce sont des juristes ou ce sont des directions de conformité à part entière quand on est sous le régime de Solva 2. Donc, je les ai associés, c'est pour simplifier, et qui doivent, eux, vérifier que le cadre réglementaire est respecté, que les risques ont été analysés, que la protection de la clientèle est bien mise en place et qu'il y a bien une sécurité juridique pour l'entreprise d'une façon globale. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est en quelque sorte de réussir à créer une culture commune entre deux domaines qui paraissent a priori inconciliables, mais qu'en fait tout rapproche. Donc, c'est un petit peu cet objectif que je me suis donné. Et pour ce faire, il faudrait en tout cas que ces deux aspects, commerciaux et conformité, créent une culture commune avec un langage commun, des enjeux communs, des objectifs communs, puisque en fait, ils ont tous deux, la conformité comme les commerciaux, l'objectif de servir les intérêts du client d'une part et de protéger l'entreprise d'autre part. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps sur ce slide, qui est en quelque sorte les grands chapitres que l'on doit trouver dans des chartes éthiques ou des codes déontologiques. Alors, selon telle ou telle entreprise, on les a ou on ne les a pas, ou on en a avec beaucoup de choses décrites, des paragraphes, ou d'autres avec moins de choses, parce que moi qui ai entre les mains un certain nombre de chartes de déontologie de compagnie d'assurance, eh bien on s'aperçoit que ce n'est pas exactement, tout le monde parle de la même chose, mais tout le monde ne dit pas exactement la même chose, heureusement d'ailleurs, parce que ça fait la particularité et le sens de l'entreprise dans laquelle on vit et dans laquelle on travaille. Donc globalement, qu'est-ce qu'on trouve dans les chartes d'éthique ou dans les codes de déontologie? On trouve toujours des chapitres qui sont liés à l'intérêt du client, des chapitres qui sont liés au conseil, des chapitres qui sont liés, j'allais dire, à nos obligations en termes de transparence, sur les informations claires que l'on doit, sur le comportement global, qui ne sont pas obligatoirement le comportement des commerciaux, mais globalement, parce que l'éthique ne concerne pas que les commerciaux, mais concerne l'ensemble de l'entreprise. Mais nous, on va faire un focus sur l'éthique commerciale, mais l'éthique concerne bien entendu chaque individu qui rentre dans l'entreprise. Donc, tous les individus sont soumis au code de déontologie ou à la charte d'éthique de l'entreprise, qui a d'ailleurs, je rajoute, valeur de règlement intérieur. Ce qui est important dans cette notion de valeur de règlement intérieur, c'est qu'on peut bien entendu être sanctionné pour défaut de comportement éthique ou déontologique, puisque ça peut aller jusqu'à licenciement. Donc, tout individu doit avoir un comportement intègre et honnête. Donc, on aura un chapitre sur l'intégrité et l'honnêteté à travers souvent différents paragraphes. Vous connaissez au moins le paragraphe sur les cadeaux qui est assez connu de l'ensemble du personnel en disant vous ne devez pas accepter de cadeaux ou jusqu'à tel montant, etc. Alors, les autres chapitres que l'on peut trouver dans les chartes d'éthique et des codes de déontologie tournent autour de la gestion des conflits d'intérêts, la confidentialité des données, la compétence et la formation, et puis les réclamations clients, parfois, sont également inclus dans les codes de déontologie. Alors, ces éléments-là sont importants parce qu'il va falloir, bien entendu, mais je suppose que vous le saviez tous, votre comportement doit être en relation avec le code de déontologie de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Mais qu'est-ce que c'est que l'éthique, ou pourquoi l'éthique commerciale est-elle centrale aujourd'hui? Alors, l'éthique commerciale est centrale parce que
comme je l'ai déjà dit et comme je vais encore le dire, on a une obligation réglementaire qui est d'agir au mieux des intérêts du client. Cette obligation réglementaire d'agir au mieux des intérêts du client, elle va le mot m'échappe, se décliner, excusez-moi, à travers différents aspects. J'ai noté transparence, clarté, simplicité, mais on verra qu'il y a d'autres grands principes qui devront être mis en place pour s'assurer que l'on agit au mieux des intérêts du client. Je me suis posé une question que peut-être vous ne vous êtes pas posée, mais c'est de se dire, est-ce que les contrôles de la CPR, lorsqu'ils font une visite sur place, est-ce que les contrôles de la CPR sont tournés vers la vérification, quelque part, que l'entreprise avait un comportement éthique? Alors, bien entendu, jamais vous n'aurez une mission de la CPR qui vous dira « je viens vérifier l'éthique de l'entreprise ». Bien entendu, ça n'existe pas. Pour autant, je vais vous répondre que, bien entendu, incontournablement, chaque fois que la CPR se déplace chez un professionnel, elle va, d'une façon ou d'une autre, vérifier que le comportement est éthique. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit juste avant, eh bien, la CPR va vérifier que votre entreprise agit au mieux des intérêts du client. Et juste par cette vérification, par ce contrôle du fait de vérifier que vous agissez au mieux des intérêts du client, c'est-à-dire que vous avez mis en place les procédures idoines pour agir au mieux des intérêts du client, eh bien, rien que par cet aspect-là, la CPR vérifie effectivement que les règles d'éthique sont bien appliquées. Donc, comme on a tous un petit peu peur d'un contrôle ACPR, du coup, il faut bien se dire qu'il va bien falloir mettre en place et vérifier que les règles d'éthique sont bien appliquées dans l'entreprise. Et puis, mettre en place des règles d'éthique, c'est même indispensable dans le cadre de la concurrence, puisque qu'est-ce qui va faire qu'un client va plutôt aller vers un acteur plutôt que vers un autre acteur? Eh bien, c'est souvent les règles d'éthique. Plus on a un comportement éthique, plus on a de chances d'avoir des clients en plus, puisque l'éthique va être indispensable au bon choix des clients. L'éthique est donc un enjeu, l'éthique va donc engager en elle-même un enjeu réputationnel, puisque la confiance se perd vite, mais elle se gagne lentement. Donc, plus on va avoir un comportement éthique, plus on va gagner de la confiance, plus on va avoir de clients satisfaits, parce que l'objectif n'est pas d'avoir des clients, mais d'avoir des clients, et on le verra tout à l'heure, dans une relation durable, parce que je vais évoquer la gestion durable dans le cadre d'une relation durable, et qu'effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on a une relation durable? C'est bien la satisfaction du client. Donc, deux enjeux se font donc face sans être opposés, comme on a déjà pu le voir. Un enjeu pour les commerciaux qui est la fidélisation, le fait, alors j'emploie recommandation comme j'aurais pu employer conseil, c'est de faire des conseils ou des recommandations et de faire des ventes durables, comme je l'ai dit. Et l'enjeu pour la conformité, c'est donc de maîtriser le risque, d'assurer la traçabilité, terme qu'on va revoir. Conformité égale traçabilité, il faut tout tracer, être en capacité de pouvoir démontrer qu'on a eu un comportement éthique du début à la fin. Et ce comportement éthique va bien entendu nous permettre d'éviter des litiges ou réclamations ou contentieux. Donc, comme on l'a vu et comme je le répète, le client va être au centre des préoccupations. Ce n'est ni un slogan, ni un concept marketing. En fait, pour que le client soit bien au centre des préoccupations, on doit bien mettre en place, j'allais dire, certains principes. C'est qu'il faut que les commerciaux comprennent bien et les produits et les processus, c'est-à-dire comprennent ce que c'est que la protection de la clientèle avant de vendre. Ils doivent également savoir reformuler les besoins avec les mots du client. Il faut qu'ils sachent exposer clairement les points de vigilance et, encore une fois, ils doivent savoir tracer parce que ce qui n'est pas tracé n'existe pas. Donc, dans le cadre d'une qualité relationnelle, ce qui n'est pas compris ne sera pas accepté. Donc,
les commerciaux ont un véritable travail, c'est un véritable travail d'explication, de simplification, de clarification des produits qu'ils sont en train de vendre. Ce travail-là va permettre une transparence qui va non seulement protéger les clients, on l'a déjà vu, mais également protéger l'entreprise. Et c'est là qu'on voit qu'on a un duo gagnant, puisque la protection de l'un ne peut jamais se faire sans la protection de l'autre. L'entreprise est protégée, le client est protégé. Gagnant-gagnant. Quel est le principe numéro 1? Je viens de l'exprimer, c'est le principe de la transparence totale. Comment se décline-t-il ce principe de la transparence totale? Il se décline en disant la vérité entièrement et au bon moment. Je vais renvoyer, à titre exceptionnel, c'est la seule fois, à une recommandation de la CPR de 2024, la recommandation R03 du 21 novembre, qui nous rappelle un certain nombre d'éléments qui avaient déjà été dits dans la réglementation, puisque la CPR, la recommandation, je le rappelle, c'est de la soft law, donc du droit souple, qui vient juste nous expliquer ce que sont les bonnes pratiques. Une recommandation, c'est une bonne pratique. Donc, ça va bien dans le champ d'un bon comportement à avoir. Et dans cette recommandation 2024, la recommandation nous reprécisait les bonnes pratiques attendues des distributeurs, c'est-à-dire des assureurs, des courtiers ou autres intermédiaires. Et elle disait, en fait, il faut expliquer le contrat et ses limites. Parce que expliquer un contrat, j'allais dire, ou les avantages d'un contrat, en général, on ne sait le faire. Mais expliquer à un client les limites d'un contrat ou les exclusions d'un contrat, le commercial est souvent moins à l'aise pour le faire. Or, il faut le faire. La CPR le rappelle. Il faut expliquer clairement l'étendue des garanties, leurs restrictions, notamment les exclusions, les franchises, les délais de carence, etc. Transparence, ça veut dire également ne pas éviter de traiter des exclusions pour mieux aider le client à comprendre. Et l'IPID ou le DIPA, c'est-à-dire le document d'information pour le produit d'assurance, dont vous avez l'obligation de remise, peut être un bon outil pour réinsister auprès des clients sur le fait de dire ah, attention, vous voyez, c'est écrit dans le document, il y a des exclusions de garantie. Il faut reformuler les risques non couverts en utilisant un langage accessible, clair, compréhensible, permettant au client de comprendre ce qu'il est en train de souscrire et surtout de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Et là, c'est exactement les termes de la réglementation. On doit permettre au client de décider. La CPR insiste donc sur le fait qu'il faille avoir des explications compréhensibles, qu'on doit réduire au maximum les termes techniques et que le langage doit permettre au client de comprendre réellement la portée du contrat. De plus, il est indiqué qu'il faut laisser au client le temps de la décision. Laisser au client le temps de la décision, ce n'est pas des semaines, hein, mais c'est juste s'assurer qu'il a bien compris pour décider. Et ce petit temps de digestion, si je puis dire, ça doit permettre aux commerciaux de réduire les déceptions et d'éviter les réclamations a posteriori en disant « mais je n'avais pas compris les limites de garantie ou que ce contrat n'était pas fait pour moi pour telle ou telle raison ». Pour la conformité, cette transparence totale et cette remise, j'allais dire, à jour de tout ce que doivent faire les commerciaux, ça va permettre de minimiser les litiges et les contentieux. Alors, le deuxième principe, c'est le conseil, bien entendu. Le conseil ou la recommandation, selon les niveaux, puisqu'il y a plusieurs niveaux de conseil en France, mais peu importe, je ne reviens pas là-dessus. En tout cas, le devoir de conseil est un document traçable. Ce n'est pas c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il vise à recueillir les exigences et les besoins à minima. En assurance vie, il est encore plus costaud puisqu'on doit interroger le client sur ses connaissances et son expérience en matière financière. En tout cas, tout est tracé, toutes les questions sont tracées, toutes les réponses apportées par le client sont tracées. On doit aller jusqu'à la justification du conseil avec des éléments factuels et bien entendu, on doit s'assurer de l'adéquation produit-situation du client. On doit également dire quand un produit n'est pas adapté, parce que le client peut aussi vouloir des choses qui ne correspondent pas
à sa situation, où le client peut également se retrouver dans une situation où il n'accepterait pas telle ou telle garantie que vous lui avez conseillée. Eh bien, dans ces cas-là, il faut tracer, toujours tracer. Et je vous ai rappelé, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, qu'il y a un document fait à cet effet, en tout cas un paragraphe qui peut être intégré dans vos documents, qui s'appelle la mise en garde. Mise en garde écrite, bien entendu. Qu'est-ce que ça permet, encore une fois, dans notre couple conformité commerciale? Pour la conformité, ça lui permet d'avoir une conformité matérielle qui est le document qui est le conseil, donc matériellement écrit, et une traçabilité. Et pour le commercial, eh bien, ça lui permet au commercial d'avoir la meilleure recommandation, qui est celle qui protège le client. Et en cas de mise en garde, en cas d'élaboration d'une mise en garde, cette mise en garde, elle va protéger non pas le client, puisque le client n'a pas voulu souscrire, mais va protéger l'entreprise sur le refus de garantie de telle ou telle option par le client. Le principe numéro 3, c'est la mise en avant de pratiques commerciales loyales. Qu'est-ce que ça signifie concrètement d'avoir des pratiques commerciales loyales? Avoir des pratiques commerciales loyales, ça signifie qu'on ne doit pas faire de pression ni de promesses implicites. Hein. C'est-à-dire qu'on doit toujours se comporter, encore une fois de manière éthique, c'est-à-dire ne pas indiquer que le contrat garantit des choses qui ne le sont pas, donc ne pas minimiser les exclusions, ne pas promettre ce qui n'est pas garanti, ne pas suréquiper quelqu'un sans justification et avoir toujours un argumentaire clair qui permet au client de réfléchir et ne pas mettre le client dans des situations d'urgence en lui disant c'est aujourd'hui que vous devez vous décider, c'est pas demain, etc. Ça, c'est pas bon. Hein. Ce n'est pas lié à la loyauté. Alors, le mot de loyauté, j'insiste sur ce mot de loyauté parce que ce mot de loyauté, il est évoqué à différentes reprises dans la directive distribution en assurance. Ce n'est pas one shot, c'est à plusieurs moments dans la directive, dans différents articles. On réinsiste en permanence sur cette notion de loyauté. Alors, c'est important. Ça veut dire que dans, normalement, les codes de déontologie des entreprises d'assurance, le mot loyauté devrait apparaître en disant « vous devez vous comporter avec loyauté à tout moment ». C'est un des mots-clés de la directive. Donc, du coup, je rappelle à cet effet que pour avoir un comportement loyal, il ne faut pas simplement s'intéresser à celui qui vend. Le comportement loyal, il est depuis l'origine de la création du produit. Et c'est pour ça que je vous ai rappelé qu'il ne faut pas oublier d'intégrer la gouvernance des produits. Je ne reviens pas dessus à chaque fois parce que ça a fait l'objet de différents webinaires auparavant, hein, sur la DDA, sur les recommandations, etc. Mais la gouvernance des produits, c'est la capacité de mettre en place un marché cible qui est soit un marché cible positif, c'est-à-dire une catégorie de clients qui a priori est faite pour ce produit, hein, en tout cas à qui on peut vendre, à qui on peut proposer le produit, et de vérifier que les clients ne sont pas dans un marché cible négatif, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à une catégorie de clients pour qui ce produit n'est pas bon, hein, en tout cas ne doit pas leur être proposé. Donc, bien intégrer très en amont la notion de gouvernance produit, bien intégrer l'obligation d'information précontractuelle et le devoir de conseil également dans la durée, et bien intégrer également la value for money, dont j'ai rappelé simplement que c'était l'obligation pour les assureurs et les distributeurs de démontrer que le niveau de prix d'un produit est cohérent avec les garanties, les services offerts et qu'il ne porte pas atteinte aux intérêts du client. La value for money, c'est en quelque sorte, c'est la phrase que je vais reprendre, et la phrase de la CPR, est-ce que le client en a pour son argent, hein? Est-ce que la tarification du contrat est en adéquation avec le service rendu? Alors, pour les juristes, ça va permettre la réduction des risques d'engagement de responsabilité, et pour les commerciaux, eh bien, ça va permettre d'avoir des ventes qui durent et des clients satisfaits. Le quatrième principe qu'on va voir, c'est la protection exemplaire des données.
c'est difficile de ne pas quand même évoquer dans, j'allais dire, les règles d'éthique, les règles de protection de données, donc le fameux RGPD. Donc, bien entendu, il convient de vérifier que ce RGPD, il est mis en place de façon conforme, que les salariés et les commerçants en particulier sont bien informés du secret professionnel, de la minimisation des informations au regard du contrat souhaité. Ça veut dire ne poser des questions ou n'interroger le client que sur les questions nécessaires, j'allais dire, au contrat demandé par le client. Quelles sont les erreurs fréquentes qu'on a pu constater? C'est des pièces sensibles envoyées au mauvais destinataire, le silence de l'entreprise après un incident ou l'absence d'explication sur l'usage des données. Donc voilà les erreurs à éviter. Quel va être le rôle de la conformité? C'est de mettre en place des procédures, de vérifier que le DPO fait bien son travail et mettre en place d'éventuelles alertes possibles. Quant au rôle des commerciaux, c'est d'avoir une posture rassurante vis-à-vis des clients avec une vigilance au quotidien. Le principe numéro 5, je l'ai évoqué quand j'ai commencé mon intervention, c'est, je vais dire, on parlera de développement durable. Eh bien, en parlant de développement durable avec un jeu de mots sur la durabilité de la confiance du client, mais bien entendu, aujourd'hui, on nous demande d'intégrer le développement responsable dans notre activité commerciale et donc qu'il convient absolument d'avoir une activité commerciale alignée avec l'intérêt du client. On va donc intégrer la RSE en accompagnant les évolutions sociétales et environnementales, en évitant les promesses floues, greenwashing, survalorisation des impacts, etc. Pour la conformité, ça va lui permettre de vérifier la cohérence entre la promesse commerciale faite et la réalité des garanties. Et pour le commercial, une croissance durable doit reposer sur des relations de confiance avec, j'allais dire, à la clé la fidélité, bien sûr, du client et une recommandation ou un conseil adapté, bien entendu, à ses besoins. Donc, le message clé, c'est qu'une entreprise se développe durablement lorsqu'elle protège ses clients avant de protéger ses volumes. Et c'est vrai que j'ai oublié de parler de cette, j'allais dire, de ce conflit permanent entre ce qu'on appelle les critères quantitatifs et les critères qualitatifs. Jusqu'à il y a quelques années, ce qu'on demandait toujours à un commercial, c'était de faire du volume, alors qu'aujourd'hui, on ne lui dit pas qu'il ne faut pas faire du volume, mais on lui dit si tu dois faire quelque chose, c'est que tu dois faire du bon volume, c'est-à-dire qu'on va rajouter des critères qualitatifs au volume de vente qu'il se doit d'effectuer. Donc, c'est intéressant, bien sûr, d'avoir cette notion de protection des volumes, mais avec des critères qualitatifs. Du coup, on se rend compte que le développement doit donc associer performance et éthique. On doit vendre utile, ne proposer que des garanties adaptées, renoncer à une vente si elle n'est pas dans l'intérêt du client, accompagner le client dans le temps en faisant des points réguliers, ses besoins, ses projets, ses éventuels risques émergents, avec un ajustement proactif pour le satisfaire et pour le fidéliser. Et puis, on va, je viens de le dire, mesurer la performance autrement, avec des indicateurs qui seront le taux de litige. Maintenant, on ne remet plus dans certaines entreprises de part variable lorsque le taux de litige du commercial, le taux de contentieux ou le taux de réclamation du commercial est devenu trop important. Donc, on voit qu'on a d'autres critères que le critère de combien tu as vendu pour dire tu es un bon commercial. Hein. On va lui coller des indicateurs qui sont des indicateurs différents. Donc, le taux de litige, le taux de satisfaction du client, le taux de conformité et de conseil. Et donc, on va impliquer la conformité comme copilote du développement commercial. Et ce mot-là, il est essentiel. Réussir à mettre, j'allais dire, à faire travailler ensemble, à faire collaborer deux directions que il y a encore très peu de temps, on a voulu en tout cas opposer en mettant mais la conformité, c'est l'antithèse du commercial. Et là, on va dire non, non, vous allez travailler ensemble parce qu'en fait, c'est vous deux ensemble qui allez faire gagner l'entreprise. Bien là, c'est quelque chose de nouveau, de quelque chose
j'allais dire presque de révolutionnaire, et qui va permettre effectivement à l'entreprise de se remettre complètement en cause. Donc, un développement contraire à l'éthique, je le rappelle, n'est jamais un développement durable. Alors, en fait, tout ce que je viens de dire, j'ai voulu l'illustrer à travers, j'allais dire, l'illustrer à travers une illustration, à travers des schémas, où on voit qu'effectivement, vendre utile, c'est redonner de la confiance entre la poignée de main du client et du commercial. J'ai rappelé à travers le deuxième dessin que le conseil doit se faire en permanence dans le temps, c'est-à-dire de façon périodique avec des points réguliers. Et ce point-là est essentiel pour l'autorité de contrôle prudentiel. Un conseil n'est jamais fixé dans le marbre, il doit être réévalué au cours du temps. Et puis, la mesure de la performance qui doit absolument mettre en place de nouveaux critères qui vont permettre à ces deux directions qui étaient opposées auparavant à travailler en harmonie totale, c'est-à-dire conformité et développement commercial en copilote. Alors maintenant, il est difficile aujourd'hui d'évoquer l'éthique, et l'éthique commerciale en particulier, sans intégrer ce dont tout le monde parle, parce qu'on a l'impression aussi que c'est un phénomène de mode, l'intelligence artificielle. Alors, soit c'est un phénomène de mode, puisqu'elle est là au devant de la scène, mais en même temps, c'est une réalité. Et c'est une réalité opérationnelle. Aujourd'hui, de plus en plus de professionnels ont recours à l'IA pour vendre, pour déterminer des profilages clients. Et donc, l'IA doit bien entendu être un outil qui va être au service du client. Et pour ce faire, il va falloir s'assurer que la vigilance et le niveau de responsabilité, encore une fois by design, à l'origine de la création de cette IA ou de l'acceptation de cette IA au sein de l'entreprise a été validé également par la conformité. Donc, on va, pour ce faire, vérifier les applications, vérifier si l'analyse des besoins est conforme à la politique de l'entreprise. On va vérifier la qualité de la souscription assistée. On va vérifier le traitement automatisé et vérifier que le client, au bout du bout, il est satisfait si jamais on a utilisé l'IA pour le conseiller. À travers l'IA, on a des risques éthiques et des risques juridiques. D'abord parce qu'il faut que l'intelligence artificielle qui sera mise au sein de l'entreprise ait été validée en interne afin de vérifier qu'il n'y ait pas de biais discriminatoire qui y soit inséré. Il faut éviter l'effet boîte noire, c'est-à-dire l'effet opacité des décisions si jamais c'est une intelligence artificielle qui prend la décision et qui théoriquement ne doit pas prendre seule la décision. On va éviter également toute collecte, vérifier qu'il n'y a pas de collecte excessive des données. Donc, on a plusieurs cadres réglementaires à respecter, le RGPD, le secret professionnel et l'IA Act, qui demandent la transparence, la documentation et le contrôle des biais. Donc, l'IA, on ne va pas le nier, est un levier puissant, mais cette IA est un levier puissant au service des commerciaux, à condition d'être maîtrisé, expliqué et contrôlé. Toujours sur cette partie liée à l'intelligence artificielle, je veux remettre le conseiller dans le cadre de son rôle central. L'IA, elle est là pour assister, mais elle ne doit pas remplacer le conseiller, elle ne doit pas remplacer le devoir de conseil. Alors, je vais me faire une petite parenthèse parce que je suis effectivement présidente de société, mais je suis également enseignante et je dis toujours à mes étudiants, je ne peux pas vous empêcher d'utiliser l'IA, mais sachez que l'IA fait des erreurs. Donc, utilisez l'IA, mais ne la croyez pas fondamentalement. Donc, si on reprend ce que je dis du point de vue étudiant lorsqu'ils vont faire un travail, et si on le reprend au niveau de l'entreprise, eh bien, l'IA peut également faire des erreurs. Donc, de ce point de vue-là, il faut rappeler ce que je vous ai mis en première ligne pour les commerciaux. L'IA aide à analyser, mais c'est l'humain qui décide. Donc, l'humain, il doit avoir cette capacité. Il ne doit pas dire, bah non, mais c'est
c'est le système qui vous a classé comme ça. Non, c'est l'humain qui doit décider. Hein. Et l'humain peut s'apercevoir que l'IA fait un mauvais choix. Donc, l'IA va aider. Le commercial doit pouvoir expliquer au client ce qui relève de l'outil et ce qui relève de son expertise à lui. Hein. Et bien sûr, il va vérifier ce que je viens de vous dire, l'adéquation produit-besoin. Alors, je vous ai fait un petit schéma rapide avec commercial, IA, conformité, avec le commercial qui doit avoir la pédagogie et la compréhension, l'IA qui doit faire l'analyse et la cohérence, théoriquement, en fonction des données clients qui vont être rentrés dans le système, et la conformité qui va vérifier la sécurité, l'absence de biais. Une IA responsable renforce l'éthique commerciale, mais elle ne la remplace jamais. Hein. Donc, on est bien sur la mise en œuvre d'une intelligence artificielle responsable. Pour la conformité, c'est vérifier l'absence de biais, s'assurer que les propositions automatisées respectent aussi la DDA et toujours tracer les choix assistés par l'intelligence artificielle. Quelles sont les phrases essentielles à dire au client? L'IA me permet d'affiner l'analyse, mais c'est moi qui vous conseille. Je vérifie que la recommandation ou que le conseil correspond bien à votre situation. L'IA va donc en quelque sorte, et j'aime beaucoup cette phrase, l'IA va en quelque sorte intervenir comme un conseiller augmenté. Alors, en guise, mais je n'ai pas fini, mais en guise de synthèse sur tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, si on devait faire une synthèse de l'éthique de la performance et du développement de l'IA, on pourrait se dire que l'éthique commerciale est la base d'une croissance durable, que le développement responsable protège le client, mais protège également l'entreprise, que l'IA est un formidable outil, mais qu'elle doit être encadrée et expliquée, et que le commercial et la conformité ont deux rôles distincts, mais une même finalité. La même finalité, c'est que toute l'entreprise travaille dans des règles d'éthique. Et donc, la confiance se gagne par la transparence, l'expertise et la pertinence du conseil. L'éthique commerciale n'est donc plus une option ou pas une option ou plus une option, ça dépend où vous en êtes. C'est votre premier outil de fidélisation. Et ça, c'est formidable d'avoir comme slogan que l'éthique commerciale est le premier outil de fidélisation. Hein. Alors, du coup, on s'aperçoit que éthique et performance ne vont pas être opposées. L'éthique et la performance vont être le vrai sujet. Et c'est la raison pour laquelle je veux mettre main dans la main le commercial et la conformité en ayant comme slogan « Non, l'éthique ne freine pas la performance commerciale ». Parce que, pourquoi elle ne freine pas la performance commerciale? Parce que quand on a un bon comportement, on a moins de réclamations, on a moins de litiges coûteux, on a plus de fidélité de la part des clients, on a plus d'ambassadeurs, de clients qui disent du bien de l'entreprise et qui vont être les ambassadeurs de l'entreprise, et il y a beaucoup moins de stress pour les conseillers. La qualité de la relation va donc réduire le coût de la relation. Et ça, c'est formidable en fait, quand on commence à travailler sur la gestion des coûts. Eh bien, en fait, plus on fait de qualité, plus on réduit le coût de la relation. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme outil et comme bonne pratique? Alors, pour les équipes commerciales, ce qui serait bien, c'est d'avoir des checklists à vérifier avant la signature, avant de faire signer un client, avoir des phrases clés à connaître pour rester transparent, à reformuler, à penser à reformuler les besoins des clients et, bien entendu, je l'ai dit depuis le début, à tracer systématiquement. Pour les équipes conformité, il faudrait peut-être mettre en place à chaque fois des petits guides synthétiques, pas des procédures énormes, des synthèses, des fiches réflexes à faire, à ne pas faire. Il faut que ça soit hyper pratico-pratique. Et puis des séances régulières de partage avec les commerciaux. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que l'éthique commerciale n'est pas une contrainte. L'éthique commerciale, c'est un levier. Que les grands principes que nous avons vus ne fonctionnent que s'ils sont appliqués ensemble. On ne fait pas un choix, hein, on applique tout.
que commercial et conformité sont deux métiers avec un même objectif, protéger le client et l'entreprise, et que la confiance va se construire dans tous les, j'appelle ça détails, mais dans tous les grands principes que nous avons pu évoquer jusqu'à présent. Donc, c'est tous ces détails, tous ces principes essentiels qui vont permettre de construire la confiance. Et je rappelle quand même que les directions de conformité, à l'origine, tout à l'origine, quand on posait la question à quoi ça sert, c'était pour rétablir la confiance. C'est-à-dire que dans les yeux du législateur ou du régulateur, les directions de conformité, elles étaient là pour dire ayez confiance, on va tout faire pour protéger les clients. Donc, quelque part, la protection des clients, elle a été assignée d'office aux directions de conformité, comme elle a été assignée d'office à la CPR. Puisque quand on connaît les 3 missions de la CPR, la première mission, c'est préserver la stabilité du système financier. La deuxième mission, c'est protéger les clients. La troisième mission, c'est lutter contre le blanchiment. Donc, la mission de la CPR, c'est bien la protection de la clientèle. Et donc, la protection de la clientèle, c'est la confiance. Donc, quelque part, on voit bien que tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place et qu'il ne faut pas les opposer. Il faut ni opposer les êtres humains, ni opposer les fonctions, ni opposer les directions. Et on voit qu'on va aller dans le bon sens. J'en ai fini. Merci pour votre écoute et je suis à votre disposition si vous avez des questions. J'ai perdu Laurence. Oups. J'ai perdu Laurence, moi je ne sais pas. Je vais essayer de l'appeler. Oui, Marie. Bah, je ne sais pas, j'ai fini. Tu m'entends pas? Non. Alors, je réessaye, je raccroche et je réessaye.